il l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Mamadou Seck, expert électoral. Monsieur Seck, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également le directeur de Synapsus Consulting. C'est bien cela. Alors, on a vu qu'il y a un rebond dans l'actualité avec le parrainage qui fait l'objet de contestation. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre la présidentielle et maintenant pour avoir cette contestation? Bon, c'est lié aussi, je pense que c'est lié essentiellement à l'approche du calendrier électoral, d'un rendez-vous électoral, où les locales ont annoncé un peu la couleur, puisque le fait que l'opposition ait quand même eu les bassins électoraux au Sénégal, bon, les a quelque part galvanisés. Et donc, sûrement qu'ils ont pensé qu'une pression permettrait peut-être de grappiller quelques acquis ou d'obtenir quelques points par rapport au parrainage. Mais je pense que pourquoi il n'y a pas eu de contestation après la présidentielle, c'est lié au fait que, essentiellement, quand vous regardez l'histoire électorale du Sénégal, le contentieux électoral est très pauvre, le contentieux post-électoral en général. Et ici, on prend l'exemple des dernières élections locales. Sur plus de 3146 listes, on a eu 22 contentieux électoraux. Donc, c'est dire que peut-être que aussi la pauvreté de ce contentieux fait qu'ils n'ont pas eu assez de recours à faire au lendemain de la présidentielle et que l'approche des législatives, les élections locales et les résultats aidants, ben, ils ont pensé qu'il faut mettre la pression, à mon avis. Mettre la pression, pourquoi? Pour obtenir quelques gages. À mon avis... Mais vous l'avez dit, il n'y a eu que 22 contestations sur plus de 3000 et quelques... C'est ça, mais ça relève aussi de pression politique. Je pense que ici, des fois aussi, il faut comprendre, il faut loger ces pratiques-là à l'aune de volonté de mettre la pression sur l'État, de mettre la pression sur ceux qui gèrent le processus pour essayer d'avoir quelques Et vous pensez que la multiplication des listes peut favoriser le pouvoir ou l'opposition? La multiplication des listes, en général, quand les listes sont éclatées, ce n'est toujours pas favorable aux partis, en tout cas aux partis sortants, en général. Quand c'est éclaté comme ça, c'est pas toujours favorable. Même si c'est le système majoritaire. Oui, même si c'est le système majoritaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, bon, le parrainage aujourd'hui, dans le contexte actuel, 386 partis, le Sénégal est en train d'atteindre un niveau de complexité de son système électoral. Et que donc forcément, tirant les enseignements de ce qui s'est passé précédemment, un système de filtre s'impose. Maintenant, donc pour vous, le filtre est nécessaire? Il est nécessaire. Mais déjà, il y a le filtre financier. Mais qui n'a pas été... qui n'a pas donné les résultats escomptés. Puisque, bon... 15 millions, vous pensez que c'est à la portée de... Ça peut... Bon, vous savez, aujourd'hui, avec les finances internationales qui ont atteint un don d'ubiquité tellement important, eh bien, vous pouvez facilement mobiliser. C'est d'autant qu'il y en a qui, aujourd'hui, être candidat à une élection leur donne une visibilité et leur permet de s'ouvrir à des réseaux. Comme on les appelle, ce sont des candidatures de témoignage. De témoignage, exactement. Et donc, le filtre par l'argent ne suffit plus, à mon avis. Et d'ailleurs, mais l'histoire nous l'a montré, on était à 47 listes aux dernières élections législatives. On était à 3146 listes aux dernières locales. Et pourtant, il y avait le filtre de l'argent. Donc, c'est dire que... Et même le filtre de l'argent aussi risque de nous faire tomber dans la démocratie censitaire. Absolument. Donc, d'où l'importance aujourd'hui d'aller vers d'autres mécanismes. Maintenant, comme le parrainage, maintenant, il y a plusieurs approches. Vous allez, par exemple, en Slovaquie, ils ont une alternative. Soit vous parrainez par le citoyen ou par les élus. Voilà. Et vous allez dans d'autres pays, bon, le nombre n'est pas aussi important. Au Portugal, ils vous demandent 7500 parrains. En Slovénie, ils vous demandent 15 000 parrains. Ici, donc, le nombre est assez important. Et l'autre élément, c'est aussi le mauvais jeu des acteurs. Quand on tire les enseignements de ce qui s'est passé à la présidentielle, mais le parti au pouvoir, la coalition sortante, s'est targué d'avoir eu 3 millions de parrains. Ce qui fausse le jeu, ça parasite le jeu. Et ça peut faire que... Mais sachant le fait qu'un citoyen ne peut parrainer qu'une seule liste, alors vous voyez que ça fausse le jeu. Et à la base aussi, une telle loi doit suivre un processus
comme disait Jacques Attali, avant de prendre une décision aussi importante, il faut l'étudier, discuter, décider et agir. Et dans l'action, il y a l'évaluation. On n'a pas évalué cette histoire-là. Après la présidentielle, oui. Après Mais la présidentielle, le parrainage n'a pas commencé avec la présidentielle de 2019. Non, c'est là depuis le code consensuel de 92. Maintenant, ça ne s'appliquait qu'aux partis indépendants. Exactement. On partait du principe qu'on voulait jauger le niveau de légitimité et de représentativité. Oui. Parce qu'on partait du principe aussi qu'un parti, normalement constitué, de facto, jouit de cette représentativité. Malheureusement, aujourd'hui, 389 partis, on ne peut pas garantir une représentativité de 389 partis. À la base, donc, je disais quelque part, quand vous avez 389 bacheliers, attendez-vous à ce que tous passent le bac. Si on part du principe que l'appareil de parti est une machine électorale, il est logique qu'on puisse accepter que tous ceux qui sont normalement reconnus soient des compétiteurs politiques aux élections législatives. Donc, la première solution, c'est d'aller à la base traiter la question des partis politiques au Sénégal. C'est énorme, 389 partis, c'est énorme. Et il y a de la littérature, il y a beaucoup d'écrits, il y a des commissions qui se sont penchées là-dessus, et puis on fait du benchmarking, on pourra tirer les enseignements, les bonnes pratiques d'ailleurs, pour pouvoir maintenant aller vers une rationalisation. Ça va être la première solution. Maintenant, après, revoir cette loi durant tout le processus. Cette loi a souffert d'une tare congénitale. C'est qu'au moment même de son vote, Dakar était quadrillé par les forces de sécurité. Une loi qu'on vote en empêchant les populations de sortir, de vaquer à leurs occupations, de bouger, de s'exprimer, cette loi posera problème. Et l'histoire aura donné raison. C'est qu'aujourd'hui, dans l'application, cette loi a posé problème, la mise en œuvre, la loi a posé problème. On a testé cette loi à une élection majeure, alors qu'on aurait pu essayer de l'éprouver dans des consultations locales. Exactement. Et en même temps aussi, mais au moment de l'évaluation, on n'a pas évalué. Et pourtant, la loi électorale est claire. Tous les contrevenants doivent être sanctionnés. Il n'y a pas eu de sanction. On n'a pas évalué pour en tirer les enseignements et puis capitaliser là-dessus pour avancer. Alors, ceux qui contestent aussi ont-ils raison de mettre en avant l'arrêt de la CEDEAO? Oui, bon, ils ont raison de mettre en avant l'arrêt de la CEDEAO. Parce que l'arrêt de la CEDEAO a force obligatoire, il faut le dire. La Cour de justice de la CEDEAO, ses décisions ont force obligatoire. Donc l'État du Sénégal devait travailler à corriger cette loi, à revoir cette loi. Maintenant, en plus de ces contestations-là qui se fondent sur le droit, il y a aussi, et ça on le comprend, c'est des pressions politiques qui peuvent s'exercer. Ça, c'est le terrain politique. C'est la réalité du jeu politique qui fait que maintenant, les manifestations, etc., on peut le comprendre. Moi, je peux le comprendre sur l'esprit pour corriger les pratiques, les mauvaises pratiques qui se sont posées dans l'application. Mais aujourd'hui, à l'état actuel du Sénégal, son niveau de démocratisation, les impératifs, les exigences, la nécessité de faire en sorte que tous les citoyens puissent exercer le droit de vote, etc. À mon avis, une loi sur le parrainage peut être bien comprise et intégrée dans nos schèmes de pensée électoraux. Et que ce soit dans l'esprit positif, je dirais. Absolument, absolument. Du parrainage, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Une loi qu'on vote ne doit pas se retourner comme un problème. Ce n'est pas seulement la lettre, mais c'est plutôt l'esprit. C'est plus l'esprit. Absolument. Et d'ailleurs, si vous voyez, logique pour logique, il y a de grandes démocraties où il n'y a pas ce parrainage parce qu'il y a d'autres niveaux de filtres, même au niveau des partis. Dans les partis, avant même qu'on aille aux élections, il y a des primaires où on a un niveau de filtre, on jauge le niveau de représentativité, etc. On teste votre légitimité. Comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Et puis à partir de là, on se sera entouré d'un maximum de garanties. Maintenant, on peut évoquer beaucoup de limites par rapport à l'esprit même. Parce que je prends l'exemple de Barack Obama. Il y en a qui vont atteindre un niveau de performance dans je dirais les qualités tribuniciennes au contact des populations. Il y en a qui commencent timidement et au fur et à mesure qu'ils sont au contact des populations, sont très performants et captent l'attention. Une loi comme ça peut nous priver de talent.
L'autre élément, c'est que une loi pareille devrait pouvoir, comme je l'ai dit, faire l'objet d'évaluation. Malheureusement, on n'a pas évalué cette loi-là pour pouvoir justement en tirer les enseignements et chercher à corriger. Alors, pour ceux qui disent aussi qu'il y a le nombre des listes qui risque d'être exponentiel, que l'on voterait sur toute une semaine, bon, même si c'est caricatural, oui. Ou aussi le coût. Oui, bon, la démocratie a un coût. En Inde, un prix et un coût. Voilà, à un prix et un coût. En Inde, on vote sur 2 jours, par exemple. Il y a des pays, il y a d'autres États où on met en place un dispositif technique qui permet quand même de pallier les quelques difficultés. Quand vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sortait d'une crise, en 2015, ils ont testé les tablettes pour l'identification des électeurs au niveau des bureaux de vote. Oui. Donc c'est dire que, mais pourquoi on devrait se priver de ces opportunités-là pour améliorer et corriger et rendre notre système performant? Puisque, faut le dire, vous allez dans les autres pays en Afrique, mais le Sénégal est souvent cité en exemple. On le voit comme un État qui a atteint ce niveau de performance dans la gestion du processus électoral. Donc, il ne faudrait pas que certaines pratiques, souvent pas très catholiques, oui, finalement, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'ils s'entendent comme ils ont fait au local? Mais vous savez, je vais juste prendre l'exemple. Parce que c'est les locales, ils ont décidé, Absolument. quand je dis les politiciens, de ne pas appliquer le parrainage. Absolument. Je prends juste l'exemple des élections législatives d'ailleurs, de 2019. Oui. Où, face à cet os-là qui était face à nous, cet écueil de 47 listes, on a été discuté et finalement on a dit on prend 5. Oui. L'électeur peut choisir 5 listes et puis c'est sur la base, c'était sur la base d'un consensus, c'était pas dans la loi. Exactement. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, mais on peut ne pas être dans le fétichisme juridique et essayer de s'extirper de cette rigidité juridique-là et discuter autour des opportunités à trouver des solutions. Un dernier exemple que j'ai évoqué par ailleurs sur un autre plateau, mais en 2012, en France, dans toutes les bourgades où il y avait moins de 1000 habitants, on a voté sans carte d'électeur. Figurez-vous, en 2012. Il y a des élections territoriales où en France, les bourgades de moins de 1000 habitants, on a voté sans carte d'électeur, puisque le ministère de l'Intérieur faisait face à des difficultés à distribuer toutes les cartes d'électeurs. C'est dire les défis qui sont énormes dans l'organisation du processus électoral. Et il n'y a pas de système électoral parfait au monde. Donc, c'est dire que c'est d'abord des consensus, avoir la claire conscience des responsabilités qui pèsent sur nous en tant qu'acteurs politiques et partie prenante au processus, et puis essayer. Des fois, quand la loi pose problème, on la met de côté et on discute entre nous pour trouver des consensus. Sans ça, on risque de faire face à des blocages qui ne plaident pas en notre faveur, dans un contexte où, et j'ai pour habitude de l'évoquer, pas pour jouer au Cassandre, mais le Sénégal est entouré d'une ceinture de feu. La Mauritanie, on n'a pas encore atteint la stabilité. La Gambie non plus. Ils sont toujours dans des phases de transition. République de Guinée. Instabilité. Mali, instabilité. Guinée-Bissau, on sort de soubresaut. Qu'est-ce qui reste? Le Sénégal. Le Cap-Vert, son insularité l'a sauvé un peu. Exactement. Donc, c'est dire qu'il y a énormément de responsabilités qui pèsent sur le Sénégal pour un peu, je dirais, tirer son épingle du jeu et sauver un peu cette image-là que traîne notre région en termes d'instabilité et face aux menaces sécuritaires. Merci beaucoup, Mamadou Seck. Je vous en prie, Papa Abdoulaye. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.